Hop. Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Puis aujourd'hui, on va faire un super séminaire qui sera présenté par Jeanne, qui va nous parler du modèle d'Ising. Donc, c'est de la physique statistique, de ce que j'ai compris. Moi, je ne suis que une simple troisième année. Donc voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais déjà partager mon écran, voir si tout marche comme on veut. Donc là, en principe, vous devez voir ma souris. Yes, c'est nickel. Ok, super, merci beaucoup. Alors bon, déjà, merci aux irrotationnels pour l'organisation du séminaire. Je trouve que c'est vraiment une idée chouette pour tout le monde, autant pour nous de faire l'exercice de faire une présentation un peu plus générique que comme étudiante, je pense que j'aurais bien aimé avoir assisté à ce genre de séminaire aussi. Et aussi, même comme doctorante, c'est chouette de voir de façon un peu plus simple les autres domaines auxquels j'ai pas du tout accès normalement. Et puis voilà. Donc, comme c'est marqué ici, je fais partie de la chaire de théorie de la matière condensée. C'est le groupe du professeur Frédéric Mila. Et puis, le but de cette présentation, c'est de faire une discussion un petit peu informelle d'un modèle sur lequel je travaille. Mais comme vous allez voir, je suis loin d'être la seule qui s'intéresse à ce modèle. Donc, le but, c'est d'essayer de faire que tout le monde y trouve un peu son compte, trouve quelque chose qui l'intéresse. Donc, surtout, n'hésitez pas à m'interrompre pendant la présentation. Si vous avez des questions, je préfère que vous m'interrompiez pendant la présentation plutôt que d'avoir des questions à la fin, puis vous n'avez pas suivi. Vous êtes complètement perdu dès la deuxième slide. En plus, je ne vois pas vos visages, donc c'est mieux si vous posez des questions pendant la présentation. Donc, juste un petit disclaimer. Donc, comme je disais, je suis loin d'être la seule qui travaille sur ce modèle. Ce modèle, il a été inventé il y a exactement 100 ans. Et pour ceux qui connaissent l'archive, donc c'est l'endroit où il y a tous les premières versions des articles avant qu'elles soient publiées, ou la plupart des premières versions des articles. Là, j'ai juste cherché combien il y avait d'articles qui ont le terme easing dans le titre depuis le début du semestre, et il y en a une centaine à peu près. Et ça, c'était hier. Je ne sais pas combien c'est aujourd'hui. Et c'est un modèle qui a des applications en magnétisme, dont je vais vous parler, mais aussi gaz sur réseau, aussi apparemment en neurosciences, que je ne savais pas du tout, j'ai découvert en préparant cette présentation. Et ça, je ne vais pas vous en parler. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que je vais vous parler des sujets que je méconnais le moins. Donc je vais traiter les choses en surface. Donc si vous avez des questions comme ça, vous n'hésitez pas. Comme c'est un modèle qui a été à la base introduit pour décrire, essayer de comprendre le magnétisme au niveau microscopique, je vais commencer par une introduction très brève au magnétisme. Et après, je vais parler des débuts du modèle d'Ising, donc en 1920. Et après, je vais vous parler d'un aspect particulier du modèle d'Ising qui me tient à cœur dans le cadre de mon doctorat, qui est ce qu'on appelle la frustration. Et je vais vous parler de comment la notion de frustration est devenue une notion en physique. Et ensuite, je vais essayer de vous donner un ou deux exemples expérimentaux qui sont, je pense, pertinents. Aussi pour dire que c'est un modèle, même si ça reste un modèle très simple, il y a quand même des exemples qui sont pertinents. Et puis, mentionner rapidement un petit peu les méthodes numériques, parce que c'est un modèle qui touche à la fois aux mathématiques, mais aussi justement à l'expérience et aux méthodes numériques. Et je pense que c'est bien d'avoir un aperçu de ces trois aspects. Donc, j'ai utilisé déjà pas mal de fois le mot magnétisme. Alors là, vous êtes tous physiciens dans le public, donc vous avez déjà tous entendu parler de magnétisme. Et c'est le magnétisme de la physique dont je vais vous parler. Ce n'est pas le magnétisme en médecine parallèle ou le magnétisme en informatique. Donc, on en apprend tous les jours. Et donc, depuis probablement le lycée ou le début de votre formation à l'EPFL, vous avez appris que ce qui crée le magnétisme, c'est soit des charges électriques qui sont en mouvement, donc comme dans un solénoïde où vous avez un courant qui passe, puis ça crée un champ magnétique,
soit des matériaux magnétiques, donc des aimants en fait. Et la question assez naturelle qu'on peut se poser, c'est des matériaux magnétiques, pourquoi est-ce qu'ils sont magnétiques? Qu'est-ce qui, à l'échelle microscopique, en fait, fait qu'un matériau est magnétique? Et en fait, cette question, c'est une forme spécifique d'une question plus générique qui est comment est-ce qu'une propriété macroscopique émerge, entre guillemets, donc se produit quand on est une conséquence de propriétés microscopiques des matériaux. Et la partie de la physique qui essaye de répondre, de traiter ce genre de questions, c'est la physique statistique. Mais bien sûr, dans notre cas, comme on s'intéresse à des propriétés microscopiques, souvent il faut un petit peu de physique quantique aussi pour comprendre, pour décrire ces propriétés microscopiques. Et le domaine qui rassemble un petit peu ces deux gros domaines dans vraiment le but d'expliquer les propriétés des matériaux, c'est la théorie de la matière condensée. Donc, je commence par parler des transitions de phase, parce que les transitions de phase, c'est en quelque sorte la manifestation la plus frappante, à mon sens, de la physique statistique. C'est-à-dire que, donc, on prend toujours, bien sûr, l'exemple de la glace et de l'eau. En fonction de deux paramètres, on a des phases complètement différentes de la matière qui se produisent. Donc, une phase liquide, une phase solide, une phase gazeuse. Et en fait, on a un petit changement dans des paramètres qui provoque un changement drastique dans les propriétés microscopiques. Quand on s'intéresse à des transitions de phase, c'est la question qu'on se pose, en fait, c'est comment est-ce que c'est possible qu'un tout petit changement dans la température, donc je passe de 0 à 1 degré ou de moins 1 à 1 degré, je fasse un changement tellement drastique dans les propriétés du matériau. Et bien sûr, les transitions de phase, ce n'est pas forcément seulement entre la phase solide, la phase liquide et la phase gazeuse, mais ça peut être entre des phases magnétiques. Donc, j'ai mis ici une illustration du modèle dont on va parler plus tard, donc du modèle Ising, où c'est juste un modèle magnétique où il faut imaginer qu'on a un aimant qui est soit nord-sud, soit sud-nord. Et en noir, c'est une certaine orientation, et en blanc, c'est l'autre orientation. Et entre les trois les échantillons qu'on vous montre ici, c'est des états qui ont été générés par des simulations numériques, on a des phases très différentes. C'est-à-dire que dans une certaine phase, on a des îlots qui sont que d'un certain type et puis des îlots que d'un autre type. Et puis, alors que donc, en fonction de la température, donc à basse température, on a quelque chose qui est aimanté, en fait, alors qu'à haute température, on a quelque chose qui est complètement aléatoire. Donc ça, c'est un autre exemple d'une transition de phase. Là, j'écris deux équations, mais ce n'est pas très important, c'est juste pour faire le lien pour ceux qui ont déjà eu le cours de physique statistique. Ce qu'il faut retenir, c'est la chose la plus importante en physique statistique, c'est ce qu'on appelle la fonction de partition. Et en fait, pour ceux qui n'ont pas encore eu la physique statistique, mais qui ont déjà une idée des probabilités, la fonction de partition, c'est essentiellement une normalisation de la distribution des configurations d'un système. Donc, la probabilité d'avoir une certaine configuration, ici je l'ai appelée état, c'est 1 sur la fonction de partition fois l'exponentielle de moins bêta E de état. Cette expression, c'est une expression que vous avez déjà probablement vue, c'est ce qu'on appelle un poids de Boltzmann. Donc, cette exponentielle de moins bêta énergie de la configuration, sur la normalisation, c'est la probabilité d'observer cette configuration. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que d'une part,
si on peut calculer la fonction de partition, on est content. En physique statistique, le plus difficile en général, c'est juste de calculer la fonction de partition. Et si le logarithme de la fonction de partition, donc ce qu'on appelle l'énergie libre en fait, est non analytique, il y a une transition de phase. Donc, je vais parler, la raison pour laquelle j'introduis ça maintenant, c'est que je vais parler plusieurs fois de fonction de partition, sans entrer dans les détails, mais je vais utiliser le terme. Et donc, il ne faut pas s'inquiéter, c'est juste le truc qu'on veut calculer en physique statistique pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre modèle. Comme je disais, notre but, c'est donc de comprendre les propriétés macroscopiques à partir des propriétés microscopiques. Donc, on va s'intéresser maintenant à la matière au niveau atomique. Donc, un atome, ça va, c'est des électrons qui ont un spin et qui tournent autour d'un noyau, très schématiquement. Et en fait, si vous avez suivi la présentation sur le magnétisme quantique, ou bien si vous avez suivi le cours de chimie de première année, vous avez appris les règles de Hund, qui sont les règles en fait, qui déterminent le spin effectif, le spin total de l'atome avec ses électrons. Et les électrons ont une propriété de se situer à un certain endroit, donc c'est les orbitales. C'est ce spin effectif, le spin total d'un atome, c'est essentiellement le moment magnétique local qui va jouer un rôle au niveau microscopique dans un matériau. C'est quand vous avez cette image qu'on donne tout le temps pendant les cours, qu'on va voir aussi plus tard, de dire un matériau, c'est des tas d'électrons qui tournent, et donc c'est des tas de petits aimants qui travaillent ensemble, qui conspirent, qui collaborent pour créer un effet macroscopique. Bah, c'est de ces moments magnétiques-là qu'on parle, donc des spins de ces atomes. Et donc, un matériau, dans la plupart des cas, en tout cas en matière condensée, c'est à ce genre de matériau-là qu'on s'intéresse. C'est un matériau, ça peut se décrire comme un réseau d'atomes, qui peut être plus ou moins simple. Hein, donc ça peut être en 2D, par exemple, ça pourrait être juste un réseau carré, comme vous avez sur la gauche. Mais ça peut être aussi un réseau cubique ou une autre structure. Et la cellule unité de ce réseau peut être particulièrement compliquée. Donc là, je vous ai mis, pour le fun, je vous ai mis la structure unité de Ibakuo, qui est en fait la cellule unité, pardon, qui est un des matériaux qui montre de la supraconductivité à haute température. Donc, quand on veut comprendre les propriétés macroscopiques, on a besoin de comprendre comment les différents atomes dans le matériau, dans ce réseau périodique, coopèrent pour créer un effet macroscopique. Et là, je mentionne juste un résultat qui est un des premiers résultats de cette approche, et qui, c'est juste pour vous donner une idée de la puissance de cette approche, de dire on a des atomes sur un réseau carré qui ont qui coopèrent d'une certaine façon. C'est que dans les années 1920, il y a eu cette idée de dire, en fait, on a ces atomes qui ont des électrons, puis si nos atomes étaient très très éloignés les uns des autres, alors on n'aurait pas, les électrons vivraient essentiellement dans les orbitales usuelles, comme si un atome donné ne va pas sentir la présence des autres atomes, et donc les électrons vont juste vivre sur des orbitales comme si l'atome était isolé. Mais si on rapproche les atomes, alors les orbitales vont s'hybrider, pour utiliser le terme précis, mais en fait, essentiellement, les électrons vont pouvoir sauter d'un atome à un autre, et on va avoir une levée de dégénérescence des niveaux d'énergie, et donc ça veut dire, en fait, concrètement, on va avoir une structure
différentes pour les valeurs propres, pour les fonctions d'onde qui décrivent la probabilité d'avoir un électron à un certain endroit, en fait. Et cette théorie, qui est une des premières théories de la physique du solide, un des premiers succès de la physique du solide, c'est la théorie des bandes, et elle permet d'expliquer extrêmement simplement, donc pour ceux d'expliquer extrêmement simplement pourquoi on a des métaux et pourquoi on a des isolants. Donc pourquoi on a, par exemple, si je mets des atomes de fer sur un réseau, je vais avoir un matériau qui conduit un courant, et puis qui réfléchit la lumière et qui n'est pas du tout transparent, alors que si je mets des atomes de sodium et de chlore sur un réseau, je vais avoir un matériau qui est un peu semi-transparent, qui ne réfléchit pas la lumière et qui ne conduit pas le courant électrique. Donc c'est le genre d'approche. Donc maintenant, concentrons-nous sur le magnétisme. La vision moderne, elle se sépare en plusieurs domaines et on va se concentrer sur un des domaines en particulier. Donc, un domaine que je ne vais pas traiter, c'est le magnétisme de bande. Donc, c'est précisément les bandes dont on parle ici, c'est précisément les bandes de la théorie des bandes que je mentionnais avant. Et puis, ce à quoi on va s'intéresser, c'est le magnétisme des isolants. Donc, c'est quand on a des atomes qui ont chacun un moment magnétique, donc un spin qui vient de la règle de Hund, dont on parlait avant, et qui coopèrent pour donner un effet macroscopique. Mais cet effet macroscopique va dépendre du matériau. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive au début du modèle Ising. C'est un peu... c'est parce que la raison pour laquelle j'arrive maintenant au début du modèle Ising, c'est que on est à peu près à l'état de connaissance auquel on se trouvait en 1920. C'est-à-dire que, voilà, on sait que il y a des atomes qui ont des spins qui peuvent coopérer pour créer un effet microscopique ou macroscopique. Et je vais commencer par la question que Wilhelm Lenz a posée à son doctorant Ernst Ising en 1920. Donc, il faut savoir, donc, à l'époque, il y avait Pierre Curie, donc le mari de Marie Curie, qui avait réalisé que à très haute température, les éléments permanents perdent leurs propriétés. Ce n'était pas quelque chose qui était évident. Il avait mesuré ça. C'est pour ça que la température de transition d'un aimant à un para-aimant, on appelle ça la température de Curie. D'autre part, il y avait Niels Bohr et Henrika von Leuven qui avaient montré que le paramagnétisme, qu'on essayait désespérément d'expliquer depuis des années, n'est pas une propriété classique. Ce n'est pas une propriété qu'on peut prouver en considérant juste des électrons classiquement. Il faut considérer les moments magnétiques qui sont associés aux atomes. Donc, en fait, on a cette image de tas d'atomes qui ont un moment magnétique et il se passe quelque chose qui fait qu'à très basse température, ils s'alignent, alors qu'à haute température, ils vont ne pas s'aligner, sauf si on a un champ magnétique. Et donc, Wilhelm Lenz, il a dit, je vais écrire la version la plus simple de ce problème. Et je veux voir si je peux déjà comprendre ce qui se passe avec cette version la plus simple. Donc, dans sa version la plus simple, il dit, je vais considérer que les atomes, c'est des dipôles qui peuvent soit être up, soit être down, donc qui peuvent prendre deux orientations, et qui interagissent, je ne l'ai pas écrit, mais qui interagissent seulement avec leur premier voisin. Donc ça veut dire ils sentent que l'orientation du voisin suivant. Et la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on peut avoir une transition de phase dans un modèle aussi simple que ça? Est-ce que c'est suffisant pour avoir la transition de phase ou est-ce qu'il faut considérer des interactions de Coulomb à longue portée? Et son doctorant
Ernst Haitink, donc il a commencé par écrire ce modèle. Donc c'est un modèle particulièrement simple où on considère simplement une variable qui va décrire la direction du spin de l'atome, qui va être plus ou moins 1. Et puis, où on écrit l'énergie, comme je le disais avant, on a juste une interaction entre un site et puis le site suivant. Puis on fait la somme sur tous les sites. Et donc, si vous regardez juste la première partie de l'énergie ici, ce moins J somme sur I sigma I plus 1, ce terme-là, il va avoir une énergie plus basse si tous les spins ont la même valeur. Donc, si on a tous les sigma I qui valent plus 1, on va maximiser la somme ici, et donc on va avoir l'énergie la plus basse. Ou bien, si on a tous les sigma I qui valent moins 1, on va aussi maximiser cette somme, et donc on va aussi avoir l'énergie la plus basse. Et puis, le deuxième terme ici, c'est juste un terme qui décrit le champ magnétique, puisque si H est positif, et si tous les spins sont up, donc si tous les spins, tous les sigma valent plus 1, alors on maximise ce terme, et donc on minimise l'énergie. Donc, il a modélisé comme ça l'expression de son directeur de thèse. Et il s'est posé la question, considérant un modèle à une dimension déjà, quelle est la probabilité... il a commencé par supposer que la probabilité d'une configuration donnée est proportionnelle au poids de Boltzmann associé à l'énergie de la configuration. Donc ça, c'est ce exponentiel de moins bêta h dont je vous parlais déjà tout à l'heure. Et il s'est intéressé à la probabilité que le spin au site n, donc après n, si j'ai une chaîne de longueur n, il s'est intéressé à la probabilité que le spin au site n soit orienté vers le plus, sachant que le spin au site 1 est orienté vers le plus, en fonction de n. Et il a montré que quand n devient grand, alors cette probabilité tend vers une demi. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'a pas de transition de phase en une dimension, puisque si j'ai un très grand système, le spin très loin de l'origine, sachant qu'à l'origine, j'ai un spin qui est orienté positivement, a une chance sur 2 d'être up et une chance sur 2 d'être down. Et donc, il a dit, bon, ben mince, j'ai raté mon doctorat. Il n'y a pas de transition de phase dans ce modèle en 1D. Et il a même poussé plus loin. Il a dit qu'il n'y avait pas non plus de transition de phase en 2D et en 3D, en faisant un argument où il se basait sur le fait qu'il n'y avait pas de transition de phase en 1D, et il essayait de ramener son problème 2D et 3D à une série de problèmes 1D. Et donc, il a dit, bon, il a fini son doctorat, il a publié son doctorat, et il a dit, bon, enseigner, c'est bien aussi, j'arrête tout ça, je vais plutôt aller m'occuper d'enseigner des choses à des étudiants plutôt que de continuer à faire de la recherche. Ce qu'il ne savait pas, c'est que bien sûr, son premier résultat est correct, mais ces 2 autres résultats, qui sont juste en fait un paragraphe à la fin de son papier, sont faux en fait. Donc il n'a pas passé 4 ans à étudier un modèle inutile, comme on va le voir pour le reste, dans le reste de la présentation. Et ça, on ne l'a pas su tout de suite, bien sûr. Il a fallu en fait 12 ans pour que Payers réalise que même si tout le monde pensait, donc Ising, ce n'était pas le seul à penser qu'il n'y avait pas de transition de phase en 2D et en 3D dans son modèle, tout le monde pensait qu'il avait raison dans son papier. Et un jour, il y a Payers qui est arrivé et qui a dit, en fait, c'est pas vrai, il y a une transition de phase à 2 dimensions. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est intéressé à la probabilité de l'état de plus basse énergie par rapport à la probabilité de l'état où je flippe un spin, essentiellement. Donc, ça consiste à dire, est-ce que la probabilité d'avoir
l'état fondamental, est-ce qu'il y a une température à laquelle la probabilité d'avoir l'état fondamental devient plus grande que la probabilité d'avoir n'importe quel état excité qui est à la première excitation. Et en fait, il a réussi à montrer qu'en 1D, effectivement, il n'y a pas de transition de phase. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de température à laquelle la probabilité d'être dans le fondamental devient plus grande que la probabilité que les autres probabilités. Mais en 2D, si effectivement il y a une transition de phase, donc il y a une température à laquelle, en fait, essentiellement, si on a des spins au bord de notre système qui sont up, alors la probabilité que qu'un spin pris au milieu soit up est extrêmement élevée. Donc en fait, en faisant ça, il a même trouvé une estimation de la température de transition. Un peu après lui, il y a eu un résultat important qui est la dualité de Kramers-Vanier. Donc Kramers et Vanier se sont posés la question de savoir si on pouvait calculer exactement la température de transition du modèle d'Ising. Et ils ont fait, en fait, pour les gens qui ont déjà des cours de physique statistique, je ne sais pas si vous avez déjà fait ces expansions à haute et basse température. En tout cas, ceux qui sont en master, vous avez déjà fait ça. Donc, en fait, l'idée de Kramers et Vanier, elle est basée sur ces expansions. C'est-à-dire qu'ils ont remarqué que l'expansion à basse température de la fonction de partition peut être reliée à l'expansion à haute température de la fonction de partition sous condition de faire un certain changement de variable. Et ils ont remarqué ça presque, ça se voit en fait presque graphiquement. Et donc, comme on peut relier la fonction de partition du modèle à basse température à la fonction de partition à haute température, ils ont argumenté que si on sait qu'il y a une transition de phase et qu'elle est unique, alors on peut calculer sa température critique, ce qu'ils ont fait. Et donc, comme ça, on a une expression en fait analytique pour la transition de phase, la température critique du modèle d'Ising à 2D. Et ça marche que en 2D. Et ensuite, en 1944, il y a Onsager et Kaufmann qui ont fait, d'abord Onsager puis Kaufmann en fait, qui ont fait un résultat très impressionnant, qu'ils ont résolu le modèle d'Ising analytiquement, c'est-à-dire qu'ils ont calculé en fait la fonction de partition. Donc quand je vous disais que ce qu'on veut en physique statistique, c'est calculer la fonction de partition, c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire. En fait, plus exactement, ils ont obtenu l'expression de l'énergie libre. Et bien sûr, alors, le papier d'Onsager, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le comprennent, juste pour mentionner ça. La chose qui m'intéresse ici, c'est qu'il a utilisé une notion qui s'appelle la matrice de transfert. Donc, ceux qui sont en master, vous savez déjà ce que c'est. Et cette notion, en fait, elle est encore très, très, très utile de nos jours quand on veut écrire des fonctions de partition en termes de réseau de Tosser pour appliquer des méthodes numériques. Et puis, en fait, la version de la solution du modèle d'Ising avec laquelle les gens sont plus familiers, c'est la version de Breuer-Kaufmann, qui a réussi à redériver le résultat de Lars Onsager en utilisant le fait que le modèle classique à 2D map sur un modèle quantique à 1D de fermions libres. En fait. Donc en fait, c'est quelque chose qui est assez standard et très utilisé en physique statistique, mais c'est rare que ça marche aussi bien. C'est que les modèles deux-dimensionnels correspondent à des modèles quantiques indimensionnels, mais c'est extrêmement rare que le modèle quantique unidimensionnel soit extrêmement simple. Et des fermions libres, c'est la chose la plus simple qu'on connaisse. Donc, elle a réussi à calculer la fonction de partition, enfin, à calculer l'énergie libre en utilisant ça. Donc, en résumé, à ce stade, ce qu'on a appris, c'est qu'en 2D, le modèle d'Ising a une transition de phase, donc de nouveau que j'illustre avec la même image. Donc, juste sous la température critique, on a les variables
qui décrivent le spin, qui sont plus ou moins 1, qui forment des îlots. Et juste au-dessus de TC, on a une configuration, et n'importe où au-dessus de TC, en fait, on a une configuration complètement arbitraire qui correspond au paramagnet. Je ne sais plus comment on dit en français. Et le point que je vais mentionner, je profite de mentionner ici parce que je ne vais pas en parler après, mais c'est un point très très important pour tout un domaine de la physique théorique notamment, c'est que si vous regardez juste sous TC, la plupart des domaines ont une sorte de longueur caractéristique. C'est-à-dire que si on avait regardé à une autre température, on aurait vu des domaines ferromagnétiques qui seraient plus ou moins grands en fonction de la température. Et donc la longueur qui caractérise en fait la taille typique de ces domaines, c'est ce qu'on appelle la longueur de corrélation. Et à la température critique, il se passe quelque chose de très 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 spécial en fait, qui est que peu importe à quel... En fait, si on zoomait sur l'image, on ne pourrait pas dire qu'on a zoomé, dans le sens où il n'y a pas de longueur caractéristique. La longueur caractéristique va à l'infini. Et ce point-là, donc cette invariance d'échelle, à la température critique, c'est en fait une symétrie supplémentaire. Et c'est devenu après que les gens ont compris l'importance de cette symétrie, ça a donné naissance à tout un domaine de la théorie des champs qui s'appelle la théorie conforme des champs, qui traite les modèles qui ont justement, en plus des symétries habituelles, une invariance d'échelle et en fait plus exactement quelque chose qu'on appelle une symétrie conforme, donc quelque chose qui est plus fort que l'invariance d'échelle. Donc je ne vais pas en parler plus que ça, mais c'est juste pour dire qu'il y a le simple fait qu'il y ait cette invariance d'échelle à la température critique, ce qui est une caractéristique de, à ma connaissance, tous les modèles qui ont à leur température critique, c'est un point extrêmement important pour tout un domaine de la théorie des champs. Maintenant, on va parler d'une autre partie, des débuts d'une autre partie du magnétisme, qui est la frustration. Alors, avant de parler de frustration, il faut que je vous parle de l'entropie de la glace. Donc, ça, c'est un des messages. J'aimerais bien, si j'arrive à vous le transmettre pendant le talk, je suis contente. En 1935, Linus Pauling a réussi. Donc, Linus Pauling, c'est un type, juste pour soit dit en passant, qui a eu un prix Nobel en chimie et un prix Nobel de la paix. Je ne savais même pas que c'était possible. Et c'est aussi la personne qui a remarqué que la glace devait avoir une entropie résiduelle. Ce qu'on appelle entropie résiduelle, c'est en fait essentiellement le log du nombre de configurations du système à très très basse température. Donc je vais essayer d'expliquer ça un peu mieux. Dans la glace, ici je vous ai mis la structure. En fait, c'est une des structures de la glace, mais celle à laquelle on va s'intéresser. On a des oxygènes qui sont agencés selon un certain réseau, qui est en fait le réseau du diamant. Et puis, chaque oxygène a 2 hydrogènes qui le touchent, puisqu'on a des molécules d'H2O. Et ces hydrogènes, ils ne peuvent pas se placer n'importe comment, en fait. Ils doivent se trouver dans l'alignement d'une liaison entre oxygènes, puisque c'est eux qui font tenir le système, en fait. Et puis, on peut avoir un seul hydrogène par liaison. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir une liaison où les 2 atomes d'oxygène qui partagent cette liaison ont chacun un atome d'hydrogène sur cette liaison. Et juste en remarquant ça, Linus Pauling a dit, mais en fait, du coup, chacune des molécules, elle a 6 configurations différentes. Et puis si je considère juste les configurations des voisins directs, alors parmi ces 6 configurations
différentes. Il y en a, chaque configuration a une chance sur 4 d'être compatible avec la configuration des 4 voisins. Et donc, il a calculé que l'entropie résiduelle de la glace, donc qui est en fait 1 sur le nombre de sites fois le log du nombre de configurations, est plus grand ou égal à log de 3,5. Parce que ce 3,5, c'est 6 sur 4. C'est donc le log du nombre de configurations locales. Et ça, c'est très important parce que habituellement, on pensait toujours à la troisième loi de la thermodynamique où on s'attend à ce qu'en fait, à basse température, on ait juste une entropie nulle. Et ça montre que ce n'est pas le cas. Et aussi, ça veut dire que en fait, le nombre de configurations dans la glace dépend du nombre de sites, dépend en fait exponentiellement du nombre de sites. C'est vraiment quelque chose de conceptuellement très, très spectaculaire. Donc, ouais, juste pour revenir à ça, pour comparer, dans le modèle Ising ferromagnétique, à basse température, on a soit l'état où tous les spins sont up, soit l'état où tous les spins sont down. Et donc, l'entropie résiduelle, c'est 0, puisque c'est le log du nombre de configurations, donc le log de 2, divisé par n, qui va vers l'infini à la limite thermodynamique. Et en 1950, donc peu après les solutions du modèle d'Ising à 2D par Hansager et Kaufmann, il y a Vannier, donc toujours le même, donc celui de la température critique du modèle d'Ising aussi, qui a dit, mais en fait, il y a des modèles, le modèle d'Ising, mais sur un autre réseau, a cette propriété qu'il a un nombre de configurations du fondamental qui est extrêmement élevé. Donc, je vais essayer de vous convaincre de ça. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a considéré déjà le modèle antiferrométrique. Donc, pour ça, il a juste dit, je ne vais pas avoir un moins devant le facteur J. Donc, ça veut dire que pour maximiser la somme, j'ai besoin que sigma I et sigma J soient de signes opposés. Sur le réseau carré, ça se fait extrêmement facilement, puisqu'on n'a qu'à mettre la moitié des sites up et puis l'autre moitié des sites down. Et puis chaque site est entouré de sites qui ont le spin de signes opposés. Par contre, sur les réseaux triangulaires, ce n'est pas quelque chose qui est possible. On a un site qui va avoir un spin up, un site qui va avoir un spin down, et le troisième qui peut avoir un spin arbitraire. Et le résultat de ça, c'est que si maintenant on fait un réseau de triangles, alors il y a énormément de configurations possibles. Ici, je vous en montre juste une famille de configurations. Donc, où j'ai en rouge le spin qui est up, mettons, en bleu le spin qui est down, et en vert, j'ai un spin qui peut être up ou down sans changer l'énergie. Et tous ces états, on peut montrer que tous les états où je change chacun de ces spins vers indépendamment sont des états qui sont dans le fondamental, qui ont donc l'énergie la plus basse du Hamiltonien qu'on était en train de considérer. Et donc, le nombre de fondamentaux est donc proportionnel à une certaine constante à la puissance n. Et plus exactement, on peut se convaincre qu'il y a un tiers des sites qui peuvent avoir un spin up ou down. Et donc, l'entropie résiduelle est plus grande ou égale, puisque ça, c'est qu'une des familles de configuration autorisées, de configuration d'une fondamentale. L'entropie va être plus grande ou égale à 1 tiers fois le log de 2, qui est juste Donc, on a en fait 2 puissance n sur 3 configurations. Donc, 1 sur n fois le log de W, ça va être 1 tiers log de 2. Donc, comme ça, on peut estimer en gros l'entropie résiduelle du modèle triangulaire. Et en fait, il a calculé exactement en utilisant de nouveau des méthodes de matrice de transfert. Et il l'a calculé exactement en 1950.
Et en 1973, il a remarqué qu'il y avait une erreur et donc il a écrit un erratum pour corriger le résultat. Maintenant, si on passe un petit peu aux réalisations expérimentales de ces modèles frustrés, la première dont j'aimerais vous parler, c'est la glace de spin, parce qu'elle combine les deux notions dont on vient de parler, donc la frustration dans le cas du modèle d'Ising et l'entropie résiduelle de la glace. Au passage, je n'ai pas utilisé le terme frustration quand j'aurais dû, mais ce que j'appelle la frustration, géométrique en tout cas, c'est le fait qu'il y ait une compétition entre le site qui a un spin down et le site qui a un spin up pour forcer le troisième site à avoir un spin up respectivement down. Donc, on avait cette prédiction que Pauling a fait en 1936, mais c'est extrêmement dur à vérifier expérimentalement parce que c'est extrêmement dur d'avoir de la glace suffisamment pure pour pouvoir vraiment en calculer l'entropie. Mais il y a des systèmes de spin qui ont exactement le même genre de configuration que la glace dans le sens suivant. C'est-à-dire qu'on peut avoir chaque atome ici correspond en fait à ce qui serait une liaison dans le modèle de la glace. Et chaque atome a un spin qui est obligé d'être aligné en allant d'un tétraèdre à un autre. Et il y a cette règle qui dit que chacun des spins doit aller... on est obligé pour chaque tétraèdre d'avoir 2 spins qui vont vers l'intérieur et 2 spins qui vont vers l'extérieur. Et ça, c'est exactement la même règle qu'on avait pour la glace. Enfin, c'est l'équivalent de la règle qui dit qu'on est obligé d'avoir un atome d'oxygène qui a exactement 2 hydrogènes associés et qui peuvent prendre 6 configurations. Donc là, on a 6 configurations pour les spins qui entrent et sortent d'un tétraèdre. Donc, il y a en 1999 des scientifiques qui ont dit mais en fait, on peut se servir de ce matériau, donc je sais pas les noms en français, mais ce matériau qui a cette propriété pour calculer l'entropie résiduelle et voir si on obtient bien ce que Pauling avait prédit. Et en fait, la prédiction de Pauling, bon, elle n'est pas tout à fait exacte, mais elle est extrêmement bonne. Et ici, on compare en fait l'entropie résiduelle à l'entropie obtenue par Pauling et on voit que ça marche tout à fait bien. Un autre cas expérimental qui est né un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle la glace de spin artificielle. Et de plus on avance, en fait, plus on se rapproche de quelque chose qui ressemble à un modèle d'Ising. Donc, il y a des gens qui ont développé des systèmes de nanoaimants où chaque nanoaimant se comporte comme en fait un spin d'Ising. Et ils ont vu qu'ils avaient quelque chose qui ressemblait de nouveau à un six-vertex model, donc un système où on a 2 spins qui rentrent et 2 spins qui sortent. Donc là, je vous mets juste les extraits importants du papier. Donc à gauche, vous avez une image qu'on appelle Atomic Force Microscopy. Donc on a une pointe essentiellement qui est extrêmement fine et qui vient mesurer la surface de l'échantillon. Et puis à droite, la Magnetic Force Microscopy qui en fait, c'est exactement la même idée, c'est juste qu'on fait d'abord un passage en Atomic Force Microscopy, ensuite on aimante la pointe pour qu'elle mesure la différence entre... pour qu'elle soit attirée s'il y a un spin qui a une certaine orientation, de sorte qu'on va voir la configuration. Et la raison pour laquelle je voulais vous parler de Artificial Spin Ice, c'est parce que dans ces matériaux, il y a eu une sorte de petite révolution
en 2008, quand des gens ont observé ce qu'ils appellent, ou ont argumenté qu'on pourrait observer quelque chose qu'on appelle des monopoles magnétiques dans la glace de spin. Donc, on n'espère pas observer des monopoles magnétiques d'une autre façon, mais on peut espérer, c'est juste pour mentionner, qu'on peut espérer observer des monopoles magnétiques dans le sens de particules effectives créées dans un système de spin ice. Voilà. Je voulais juste mentionner le résultat. Et ça, c'est la raison pour laquelle c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que on peut se demander si on peut utiliser ces charges magnétiques dans des systèmes et puis faire comme on fait de l'électronique et de la spintronique, faire de la magnétronique. Donc, c'est une des raisons qui font que c'est encore un sujet d'actualité. Et ça, c'est le papier qui mentionne cette idée de magnétricity que j'ai juste mis ici. C'est un papier c'est une revue en fait qui date de 2020. Et maintenant, je vais juste parler très très rapidement des méthodes numériques. Donc, d'abord, j'aimerais parler de l'algorithme de Metropolis Hastings. C'est un algorithme qui a été inventé dans les années 50 aussi. Donc, il s'est passé énormément de choses nouvelles vis-à-vis du modèle Disney dans les années 50. Et c'est un algorithme qui a été développé pour échantillonner une distribution pour laquelle on ne connaît pas la normalisation. Donc, en fait, de nouveau, en physique statistique, on veut calculer cette probabilité, qui est cette exponentielle de moins bêta fois l'énergie de la configuration, mais on ne connaît pas la fonction de partition. Et essentiellement, juste pour vous donner l'idée, on peut essayer d'échantillonner cette distribution en générant une configuration, et puis à partir de cette configuration, on essaye de générer une autre configuration, et une autre configuration, et une autre configuration, et ainsi de suite, de façon à ce que la chaîne de configuration qu'on va générer respecte les probabilités, respecte en fait cette probabilité de la configuration. C'est-à-dire que si on a beaucoup de configurations, on espère qu'on a des raisons de penser qu'on va les générer de sorte que la probabilité d'obtenir une certaine configuration va être, ou que la probabilité d'une configuration dans cette chaîne va correspondre à la probabilité théorique à laquelle qu'on essaye d'échantillonner. Donc, le point clé de l'algorithme de Metropolis Hastings, c'est d'écrire une probabilité de générer une nouvelle configuration ou d'obtenir une nouvelle configuration à partir de la configuration actuelle. La nouvelle configuration est en sigma prime et la configuration actuelle est en sigma. Et essentiellement, on l'écrit comme le produit de la probabilité de générer une certaine configuration et puis la probabilité de l'accepter. Et dans le cas du modèle Ising, la probabilité de générer, c'est essentiellement la probabilité de flipper un certain spin. Donc, c'est 1 sur n si les deux configurations diffèrent juste par un spin et 0 sinon. Et puis, la probabilité d'accepter, c'est un facteur qui fait qu'on respecte ce qu'on appelle l'équilibre détaillé et qui va garantir que la suite de configurations qu'on va générer va respecter la distribution de probabilité à laquelle on s'intéresse au départ. Une autre méthode numérique qui est beaucoup plus récente, c'est une méthode qui s'appelle les réseaux de tenseurs. Et alors, c'est des méthodes qui sont développées autant pour les systèmes quantiques que pour les systèmes classiques. Pardon. Mais dans le cas des systèmes classiques, c'est vraiment basé sur les idées de matrice de transfert qui ont déjà été exploitées par Vanier et Onzaga en 1940-1944. Il y a des idées qui ont été développées dans les années 90 aussi, qui ont été nécessaires pour la formulation moderne de ces techniques.
Et c'est une formulation qui donne énormément de compréhension dans le cas des problèmes quantiques. Et donc, une question qui est encore d'actualité, c'est de savoir à quel point la formulation peut nous aider à comprendre des choses dans les modèles classiques. Et donc là, c'est juste la slide où je flex un peu, c'est pour parler juste d'un projet sur lequel j'ai travaillé, et qui est d'écrire des réseaux de tenseurs qui sont contractibles pour les modèles d'Ising frustrés. Et en fait, juste pour vous donner une idée de quelle était la question, on s'est heurté au problème de calculer l'entropie résiduelle de certains modèles avec le Monte Carlo, donc des modèles frustrés qui ont pas juste des interactions au premier voisin, mais à plus de voisins. Et le truc, c'est que les réseaux de tenseurs, quand ils convergent, ils calculent extrêmement bien ces entropies résiduelles, parce qu'il s'agit juste de compter des configurations, et les réseaux de tenseurs, ils sont faits pour compter des configurations. Mais pour les modèles frustrés, la plupart des algorithmes de réseaux de tenseurs, selon comment on écrit la fonction de partition, ils vont complètement échouer à converger. Et donc, ce qu'on a essayé et partiellement réussi à faire, c'est comprendre comment on peut écrire une fonction de partition de façon à ce qu'elle soit gérable pour un réseau de tenseurs dans le cas d'un système frustré. Voilà. Donc, en conclusion, j'espère que je vous ai transmis qu'un modèle en apparence très simple peut donner lieu à tout un univers de questions très intéressantes. J'espère que je vous ai transmis le message que la glace a une entropie résiduelle à très basse température et que le modèle d'Ising, c'est un modèle extrêmement intéressant qui est à l'interface des mathématiques, de la physique numérique et de la physique expérimentale. Mais aussi, il y a toutes les choses dont je ne vous ai pas parlé. Au niveau des méthodes numériques, par exemple, je ne vous ai pas parlé des applications des réseaux de neurones parce que je suis loin de connaître bien le sujet. Je m'y suis juste très vaguement intéressée. Il y a tout l'aspect théorie conforme des champs dont je ne vous ai pas du tout parlé. Il y a une question en particulier qui a été traitée de façon extensive à l'EPFL, qui est le modèle d'Ising à 3D. Là, je ne vous en ai pas du tout parlé, mais en fait, il n'est pas résolu. Il y a des gens qui ont prouvé qu'en fait, il ne pouvait pas être résolu analytiquement. Mais il y a des travaux qui sont notamment dus à Riccardo Ratazzi et à son ex-doctorant Alessandro Vitti, qui ont fait énormément avancer le sujet, où ils ont appliqué en fait des méthodes qui avaient été développées dans les systèmes 2D, mais ils ont vraiment poussé plus loin dans les systèmes 3D pour réussir à contraindre ce qu'on sait sur le modèle d'Ising à 3D, enfin limiter, à localiser la transition, etc. Et puis, il y a des tas de choses sur le modèle d'Ising que j'apprends tous les jours. Genre, par exemple, l'autre jour, j'ai appris qu'on pouvait aussi s'en servir pour modéliser les différentes espèces d'atomes quand on essaye de modéliser des piles à état solide. Donc, il n'y a pas eu de questions pendant le talk, mais peut-être qu'il y en aura maintenant. Super, du coup, merci beaucoup, Jeanne. C'est très bien. Donc, si quelqu'un a des questions, c'est maintenant ou jamais. J'espère que c'était pas trop long. Non, c'est parfait, c'est parfait. On a encore un peu de temps si quelqu'un a envie de poser des questions. Donc, dans le chat, il y a... Bonjour. Salut. J'ai une question juste par rapport aux monopoles magnétiques qui sont créés. Donc, ouais. Dans ce cas-là, les équations de Maxwell sont plus valides. Alors, en fait, donc ces monopoles magnétiques, c'est des comment dire, c'est des particules effectives. C'est-à-dire que les équations de Maxwell sont toujours valides. C'est juste que, en fait, on modélise ce qui se passe dans le système en disant imaginons qu'on a des charges. Et imaginons, en fait, si je reviens à la slide, je vais repartager l'écran. J'essaie juste de revenir à cette slide.
Ah non, c'était après. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont c'est les configurations à gauche qui sont des configurations de spin. Et ils disent, mais en fait, on peut imaginer ces spins de nouveau comme des dipôles. Donc, on fait en fait le truc, l'étape inverse de ce qu'on a fait un peu au début, où on dit on a un dipôle et on va regarder ça comme un spin. Là, on fait le truc inverse. Et si on imagine que ces dipôles, donc c'est une paire de charges, alors on a nos systèmes qui peuvent avoir, par exemple, dans un tétraèdre, je vais avoir deux charges négatives et deux charges positives, correspondant au fait qu'on a cette règle de in, de out. D'accord. Et maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent la première excitation, donc, qui est en fait qu'est-ce qui se passe si on crée, si on flippe en fait un spin, de sorte qu'on viole cette règle juste à deux endroits. Et ils disent que l'ensemble des excitations possibles correspondent en fait à bouger, à avoir un monopôle, donc à une charge effective qui a été créée à un endroit, et puis ensuite l'autre charge, on peut la déplacer. Et donc en fait, en flippant une série de spins les uns après les autres, pour déplacer l'endroit où on a violé cette règle. Et donc les deux charges correspondent aux deux endroits où on a violé cette règle, mais en fait, quand ils calculent les constantes qui jouent un rôle entre les charges, ce qui joue un rôle, ça va être alors, il ne faut pas que j'utilise le faux terme, ça va être en gros, ça va être la constante mu 0 qui va jouer un rôle au lieu d'être la constante epsilon. Donc au lieu d'être la permittivité du vide, ça va être la perméabilité du vide. Okay. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on appelle ça des monopoles magnétiques. Mais c'est un effet sur réseau. Donc ça ne veut pas dire que les équations de Maxwell ne sont pas valides en général. Ça veut juste dire que quand on écrit le modèle de cette façon-là, on a quelque chose qui s'apparente à des monopoles magnétiques. Ok, d'accord. Merci. Et je peux abuser aussi. Peut-être je vais laisser quelqu'un nous poser une question en fait avant. Merci. Non, je voulais dire, vas-y, je voulais juste dire que si tu as envie de, pour cette question que tu posais pour les équations de Maxwell, il y a toute une discussion en quantique 4, si un jour tu prends quantique 4, le tout dernier cours, on discute de ça. Donc, est-ce qu'il peut y avoir du coup des particules, pas des particules effectives, mais vraiment des particules qui créent un champ magnétique comme il y en a qui créent un champ électrique, quoi. Voilà. Juste pour ok, merci. Du coup, donc, je vais juste rapidement demander, est-ce que tu peux peut-être essayer de donner une intuition ou expliquer, pas en détail, mais pourquoi est-ce qu'une transition de phase, ça correspond au moment où le log de la fonction de partition est non analytique? Bon, essentiellement, la version très très simpliste de ça, ce serait de dire il faut qu'il se passe quelque chose de drastique quand j'ai un changement dans mes paramètres. Donc, le log de la fonction de partition, j'ai appelé ça le log de la fonction de partition, c'est l'énergie libre en fait. Okay. Et donc, c'est le truc qui caractérise notre système. Et il faut imaginer qu'en fonction des paramètres, je change un tout petit peu le paramètre et il se passe quelque chose de vraiment drastique qui fait que ça change complètement le comportement du système. Et très, très schématiquement, tu peux imaginer que si toutes les dérivées sont continues, c'est dur d'imaginer qu'il va se passer quelque chose de drastique, en fait. Et donc, le fait que c'est non analytique, ça correspond à ça. Ça correspond au fait que quelque part, dans une des dérivées, il va y avoir éventuellement... Enfin, pas éventuellement. Il va finir par y avoir une discontinuité. D'accord. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, il me semble que justement, l'idée qu'on en avait en thermodynamique, c'était une transition de phase 1 ou 2, c'était en fonction de si la dérivée première ou seconde de je ne sais plus quoi était non continue. Ouais, c'est exactement ça. Donc la classification d'Ehrenfest, c'est de dire une transition de phase du premier ordre, c'est que directement l'énergie libre a une discontinuité, donc, ou l'énergie a une discontinuité. Et une transition de phase du second ordre,
c'est que la dérivée a une discontinuité. Donc, par exemple, dans le modèle Ising, la fonction de... l'énergie libre est continue, mais l'aimantation a un kink, si tu veux. D'accord. Merci pour la présentation, sinon. De rien. Il y a des trucs, il y a des messages dans le chat. Ouais, il y a une question dans le chat de Lucas. Alors. Du coup, est-ce que j'ai déjà répondu à la question ou pas? Je suis pas sûre de... Ouais, ok. Du coup, oui. Ou est-ce que quelqu'un d'autre a une question encore? Salut, je me demandais, en fait, c'est quoi qui t'a donné le plus envie de te lancer dans ça? Est-ce que c'est l'aspect mathématique? Est-ce que c'est l'aspect avec l'interface entre l'expérience, les méthodes numériques et la théorie? Est-ce que c'est parce que ce que tu étudies est carrément trop stylé? Voilà. Alors, il y a eu beaucoup de paramètres. Je pense que c'est un peu tout ce que tu as dit. C'est-à-dire, bon, à la base, je savais que la supraconductivité, ça existait. Et ça avait l'air cool et je voulais comprendre ça. Et donc, à la base, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'étudier la physique, c'est que voilà, je voulais comprendre ce truc. Je ne suis pas sûre que j'ai compris d'ailleurs. Mais voilà. Après, j'ai suivi le cours de physique statistique et j'ai trouvé ça particulièrement cool en fait. J'aime bien Enfin, c'est comme le cours de mécanique analytique, j'apprécie particulièrement le formalisme, le fait que voilà, tu poses un formalisme relativement simple et en fait tu comprends toute une série de problèmes enfin pas d'un seul coup, mais tout est voilà, relativement clair en fait. Mhm. Et puis après, je sais pas, genre par exemple, j'ai pas choisi de travailler sur le modèle d'Ising au sens strict. Je crois même mon directeur de thèse, c'est pas très clair s'il a choisi que je travaille sur ce modèle. Donc lui, il travaille aussi sur des tas d'autres problèmes de magnétisme qui sont extrêmement intéressants. Mais en gros, je voulais travailler avec lui parce que je trouvais qu'il faisait une recherche dans un domaine qui est chouette. Je voulais faire de la physique du solide parce que justement, je pense que j'avais l'impression que c'était un domaine où on pouvait encore avoir des conversations directement avec les expérimentalistes ou même être expérimentaliste soi-même et quand même faire de la théorie. Donc effectivement, j'aimais bien la physique du solide pour cette espèce d'interface entre la théorie et l'expérience qui, je pense, est essentielle et où j'avais l'impression que, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'avais l'impression que dans d'autres domaines, c'était peut-être plus difficile de se trouver à cette interface. Et puis après, c'est toujours un petit peu par hasard. Par exemple, j'ai commencé à travailler sur un modèle leasing frustré. Et puis à la base, j'avais pas du tout prévu d'utiliser des réseaux de tenseurs dessus. Mais il s'est trouvé qu'avec le Monte Carlo, c'était extrêmement difficile. Après, il s'est trouvé qu'avec les réseaux de tenseurs, c'était beaucoup plus difficile que prévu. Puis c'est comme ça qu'on se retrouve à faire des choses. Faut aussi, voilà, ça dépend aussi un peu de ce qui vient, quoi. Mais donc, je savais pas a priori que j'allais apprendre des trucs sur le modèle leasing. Super. Oui, ça répond. Et j'avais une autre question, c'était sur une représentation, je crois, de la glace de spin. Il me semble que les différents vecteurs qui étaient là pour représenter le spin pointaient dans un petit peu toutes les directions. C'est censé représenter quoi? Parce que j'ai pas encore fait de cours de quantique, mais il me semble que le spin, quand on le mesure, c'est très binaire. Et du coup, Pardon, il te semble que c'est binaire. Donc, ok, oui. bon, alors il y a déjà il y a des tas de réponses que je vais donner. Alors, je réfléchis par laquelle je dois commencer. Bon, là, j'ai parlé du modèle d'Ising. Du coup, effectivement, là, on pense à des spins d'une demi, en fait, qui sont up ou down. Mais en fait, le spin, par exemple, tu peux avoir des spins 1 ou des spins 3 demi ou des spins 5 demi. Tu peux avoir des spins extrêmement grands qui sont très proches d'être, entre guillemets, continus.
Un modèle qui a eu beaucoup de succès, qui est un modèle classique du spin où on considère juste le spin comme un vecteur, c'est le modèle de Heisenberg classique. Après, la slide à laquelle tu fais référence, en fait, les spins ont l'air de pointer dans toutes les directions, mais en fait, ce qui compte, en l'occurrence, en quelque sorte, c'est ton axe Z, donc ton axe de quantification de ton spin, qui est différent selon la localisation de l'atome dans le réseau, en l'occurrence. D'accord. Ok. Du coup, je ne sais pas si ça répond à ta question plus ou moins. Ou... Oui, c'est très bien. Merci beaucoup. Ok, C'était super. merci beaucoup. Du coup, est-ce que quelqu'un a encore une question pour Jeanne? Ou des corrections de la part Ouais. des étudiants, enfin des doctorants que je vois dans les listes. Bon, s'il n'y a plus personne, je pense qu'on peut gentiment arrêter. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Donc, merci d'avoir pris ton temps pour préparer la présentation et répondre à toutes nos questions. Et du coup, voilà, ce sera disponible sur YouTube si vous voulez re-regarder encore une fois. Merci à tous d'être venus et d'être restés et d'avoir écouté et posé des questions. Ouais, merci beaucoup. Voilà. J'ai vraiment eu... Enfin, pour moi, c'était vraiment chouette, comme je disais au début, d'apprendre aussi à essayer de formuler les choses de façon un peu différente. Merci beaucoup alors. Bonne soirée à tous. Ciao, À merci bientôt. beaucoup. Salut Jeanne, à la prochaine. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.